Un grondement de fer. Il déferlait de l'horizon, comme si la terre elle-même exhalait sa fureur. 500 chars de guerre fonçaient, laissant derrière eux des nuages de poussière et l'odeur de cuir brûlé des essieux incandescents. Les roues crissaient, les sabots martelaient le sol avec la force d'un marteau de forgeron. Qui pouvait arrêter cette tempête vivante? Comment les légionnaires romains, des hommes à pied armés d'épées, purent-ils, en quelques minutes seulement, transformer tout ce tourbillon en un amas de bois et de métal brisé? Et surtout, qu'avaient-ils compris de la guerre que leurs adversaires n'avaient pas compris? Polybe écrivait que la confrontation des Romains avec les armées de chars de l'Orient fut une épreuve de l'esprit contre la vitesse. Ce n'était pas seulement un choc de culture, c'était un jugement sur l'idée même de la guerre, où l'ancienne bravoure du cavalier céda pour la première fois la place à la discipline et au calcul. Au cœur de cette histoire se trouve une formation rappelant un mur de fer. Lorsque les colonnes de légionnaires se serraient, les boucliers formaient une surface continue qui reflétait la lumière comme un miroir. Cette formation s'appelait la testudo, la tortue. Les soldats s'y cachaient comme sous une carapace, où chaque bouclier recouvrait l'épaule du voisin. Une invention simple, mais géniale, qui transformait les hommes en une machine vivante. Imaginez cette formation immobile dans le silence, tandis que la terre tremble sous le grondement des roues qui approchent. La poussière pique les yeux. L'air est imprégné de l'odeur de la sueur et du fer, et au-dessus du champ, les premiers corbeaux tournoient déjà. Le commandant, le légat, un homme dont la parole décidait de la vie de centaines d'hommes, lève lentement la main. Ni cri, ni peur, seulement un regard. C'est le signal. Bouclier baissé, lance inclinée. Les Romains savaient qu'un char ne pouvait pas tourner dans un espace étroit, et que toute sa force résidait dans l'impact frontal. Ils attendaient. Un instant avant la collision, la formation sembla se dissoudre. Les premiers rangs s'ouvrirent, révélant d'étroits couloirs. Les chars, incapables de dévier, s'engouffrèrent dans le piège. Les chevaux perdaient l'équilibre, les essieux se brisaient, et les archers sur les chariots devenaient des cibles. Cette manœuvre n'était pas le fruit du hasard. Elle fut rendue possible grâce à un système de commande par signaux, de petits corps de cuivre qui transmettaient les ordres sur toute la ligne. Un son bref, et 1000 hommes se meuvent comme un seul corps. Ce principe s'appelait la discipline, un mot qui, à Rome, ne signifiait pas seulement l'obéissance, mais l'art d'agir de concert. Selon Tite-Live, c'est la discipline et non le nombre qui décidait de l'issue des batailles contre les chars de la partie et des Séleucides. Un légionnaire pouvait perdre un combat seul, mais pas la formation. Chaque pas, chaque souffle, obéissait au rythme de l'armée. Lorsque les premiers chars heurtèrent la ligne romaine, le fracas fut si violent que les oiseaux tombèrent des arbres. Mais le mur de fer ne fléchit pas. La collision se transforma en chaos. Les chevaux se cabraient, se heurtant aux piques. Les conducteurs tombaient sous les sabots. En quelques minutes, le champ de bataille se transforma en un amas désordonné. Les archéologues ont trouvé dans ces lieux des fragments de jantes métalliques courbés comme un arc. Certains rayons portaient des traces de coups d'épée. Preuve que les légionnaires frappaient non seulement avec leurs boucliers, mais aussi avec leurs lames, lorsque l'ennemi était déjà proche. Ainsi, les Romains prouvèrent. La vitesse est inutile si face à vous se dresse un mur de raison et de volonté. Mais ce n'était que le début. Les chars avaient été vaincus, mais pas la guerre. Les légionnaires allaient faire face à quelque chose pour lequel ils n'étaient pas préparés, même après toute leur victoire. Après les premières victoires contre les chars de l'Orient, l'armée romaine réalisa que la vitesse de l'ennemi pouvait être neutralisée non seulement par le bouclier, mais aussi par le calcul. À l'aube, alors que le brouillard recouvrait encore les plaines de Syrie, les légionnaires commencèrent les préparatifs pour la bataille principale. Le silence n'était rompu que par le grincement du métal. Ils aiguisaient leurs glaives, ces courtes épées conçues pour le combat rapproché. Chaque glaive pesait un peu plus d'1 kilogramme, mais entre les mains d'un légionnaire, il devenait une extension de son corps. Les soldats se formaient par centuries, des unités d'environ 80 hommes. Le centurion, commandant de ce groupe, était plus qu'un simple officier. Il vivait avec ses hommes, mangeait la même nourriture, de la bouillie d'orge au vinaigre, et connaissait chacun par son nom. C'est lui qui veillait à ce que les rangs ne se brisent pas, à ce que la formation tienne sous l'assaut de l'ennemi, et à ce que la peur ne détruise pas l'ordre. Des découvertes sensationnelles dans la région de Car, où les Romains affrontèrent plus tard les Parthes, ont montré, lors des fouilles des camps de légionnaires, les archéologues ont trouvé des ossements de mulets, des restes de chaudrons et des clous en bronze provenant des fortifications. Tout cela, des traces de préparation minutieuse. Le camp était érigé quotidiennement, même si l'armée ne restait qu'une seule nuit. Ce n'était pas une habitude, mais une partie de la machine de guerre, la discipline en action.
Lorsque les commandants établissaient l'ordre de bataille, ils dessinaient un schéma sur parchemin où chaque manipule, deux centuries, occupait une place strictement définie. Les manipules pouvaient se déplacer indépendamment, comme des cases sur un échiquier. Ce principe s'appelait la flexibilitas, la flexibilité. C'est elle qui permettait aux légions de se réorganiser en fonction de la direction de l'attaque des chars. Imaginez, du haut d'une tour de forteresse, un Romain voyant un nuage de poussière approcher. Le soleil se reflète dans l'éclat des casques de cuivre des conducteurs de chars. Le bruit s'intensifie, comme une tempête se déplaçant à travers le désert. Mais il n'y a pas de panique dans le camp. Les trompes de signalisation émettent un son court et sec. Et à ce signal, les manipules commencent à bouger. La légion se transforme en un mécanisme vivant. Chaque soldat connaît sa place. Les premiers rangs, les astati, infanterie lourde en armure et armée de longues lances, abaissent leurs pointes en angle, formant des rangées de piques acérées. Derrière eux se tiennent les principes, des guerriers d'âge et d'expérience moyens, prêts à remplacer les tombés. Au troisième rang, les triarii, les vétérans, ceux qui avaient résisté à des dizaines de batailles. À Rome, on disait « on en est venu aux triarii » quand la situation devenait critique. Tite-Live mentionnait que contre les chars, les légats utilisaient une stratégie particulière. Ils alternaient des sections de formation denses et ouvertes, créant des pièges pour l'ennemi. Un char, fonçant à pleine vitesse, s'engouffrait dans l'intervalle, après quoi les Romains serraient les rangs des deux côtés. C'était comme la gueule d'un monstre se refermant sur sa proie. Pendant ce temps, dans le camp, se tenaient les artilleurs, spécialistes des balistes, d'énormes machines de jet. Leurs armes pouvaient transpercer un char de part en part à une distance de 100 pas. Selon certaines sources, ce furent précisément ces premières unités d'artillerie de Rome qui changèrent l'issue de la bataille. Les flèches à pointe de bronze transperçaient non seulement les armures, mais aussi les chevaux, brisant l'ordre de l'assaut. Mais la véritable force de Rome ne résidait pas dans les armes. Elle résidait dans le rituel. Chaque matin, les légionnaires passaient l'inspection, levant leurs boucliers vers le soleil, comme pour prêter serment. Ce moment s'appelait le sacramentum, un serment militaire qu'on ne pouvait briser sans périr. Un légionnaire qui enfreignait la discipline était exécuté par ses camarades. La peur de la honte était plus forte que la peur de la mort. Ce jour-là, lorsque les éclaireurs signalèrent l'approche de 500 chars, le légat donna un ordre bref. « Formez le carré !» C'était une formation où l'armée formait un carré fermé, imprenable aux attaques de flanc. Les chars ne pouvaient frapper que de l'extérieur, mais pas percer à l'intérieur. Lorsque les premiers chars atteignirent une distance de 100 pas, les balistaires tirèrent une salve. L'air se remplit de sifflements. Les chevaux, touchés par les flèches, se cabraient, se heurtant les uns aux autres. La terre se transforma en chaos. Des hennissements d'animaux, des cris de cochers, un cliquetis de métal. Mais les légionnaires restaient immobiles, comme si toute cette tempête se déroulait dans un autre monde. C'est à ce moment précis que Rome démontra que la guerre pouvait être non pas un élan, mais un art. Tandis que les chars périssaient en désordre, les légionnaires avançaient, régulièrement, d'un pas mesuré, avec une respiration lourde et le bouclier glissant le long du corps du voisin. Le soleil se reflétait sur les cuirasses polies, et au-dessus du champ, la fumée des chariots en flammes s'élevait déjà. Mais sous cet éclat se cachait la fatigue. Les guerriers savaient, si les chars perçaient, il n'y aurait aucune chance, et pourtant personne ne fléchit. L'armée romaine ne reposait pas sur la peur de l'ennemi, mais sur la peur de perdre son honneur devant les siens. Ce jour-là, ce fut l'arme principale contre la fureur des chars. Et puis, le silence s'installa. La poussière retomba. Devant la formation romaine gisaient des dizaines de roues brisées, des corps de chevaux, des lances tordues. Mais derrière la fumée, une nouvelle force avançait. Non pas des chars, mais l'infanterie d'Orient, qui venait achever les légionnaires épuisés. Ainsi commença la deuxième phase de la bataille, bien plus cruelle, où ne se décidait pas la supériorité de la tactique, mais la limite de la volonté humaine. Lorsque le soleil se leva sur le champ, la terre fumait déjà du métal incandescent. Les chars brisés gisaient comme des navires jetés par la mer, et dans leurs débris, des guerriers s'affairaient, achevant les chevaux blessés. Mais les Romains ne célébraient pas. Le légat comprenait. Un ennemi bien plus dangereux que les chars les attendait encore. L'infanterie d'Orient, armée de longues lances et de boucliers légers, avançait sur un large front. Leurs cris couvraient le son des tambours. Leur formation vacillait comme la mer avant la tempête. Les centurions passaient entre les rangs, corrigeant les formations. Ils frappaient les boucliers avec des verges, non par cruauté, mais par rituel, pour que le rythme du son insuffle au corps des soldats le sens de l'ordre. Cette technique s'appelait le cadence, le rythme de marche.
enseignée à chaque nouvelle recrue. Elle possédait une force égale à celle des armes. La cadence transformait des centaines d'hommes en une machine unique, capable de survivre à n'importe quel assaut. Les Romains se réorganisèrent en manipules, de petits groupes flexibles, chacun avec son commandant. Une manipule pouvait se déplacer indépendamment, formant des lignes, des échelons, voire des pièges. Ce principe leur permettait de rencontrer l'ennemi en biais, et non de front, comme si la terre elle-même s'écartait, laissant passer le coup. Les historiens appellent cela le génie tactique romain. Ne pas briser l'assaut, mais le rediriger. L'air se remplit d'une odeur de sang et de poussière chaude. Lorsque les premiers rangs s'affrontèrent, les glaives brillèrent brièvement, comme des éclairs. Ces épées étaient faites pour le combat rapproché, leur longueur ne dépassant pas un demi-mètre. Le coup partait de bas en haut, précisément dans le ventre, sous le bouclier de l'adversaire. Tite Live écrivait que les Romains l'emportaient non par la longueur de la lame, mais par la précision. Un coup, une mort. L'infanterie d'Orient tenta de percer le centre où se trouvaient les Hastati, les fantassins lourds, en cuirasse et casques ornés de crêtes en crin de cheval. Les boucliers formaient un mur, les lances, une forêt. Chaque pas de l'ennemi était accueilli par le choc sourd du fer contre le bois. Mais la chaleur était insupportable, le soleil se reflétait sur les casques, la sueur ruisselait sur les visages, la poussière collait aux lèvres. Les légionnaires respiraient de manière saccadée, comme des soufflets de forgerons. À ce moment-là, le légat donna un ordre. Les signaleurs sonnèrent une séquence de sons particulière. Cela signifiait un changement de ligne. Les Hastati de l'avant reculèrent, et les principes qui se tenaient derrière eux avancèrent, remplaçant leurs camarades épuisés. Aucun homme ne perdit sa place, aucune formation ne se désintégra. Tout se déroulait comme dans un théâtre de guerre, où chaque pas est un geste calculé d'avance. Ce changement de formation s'appelait la rotatio, une permutation circulaire. Elle permettait à la Légion de se battre pendant des heures sans perdre de force. Les armées orientales, qui ne connaissaient pas un tel ordre, se fatiguaient plus vite. Leur formation se brisait, et alors les légionnaires passaient à la contre-attaque, à pas court, avec une respiration lourde et un calme sombre sur leur visage. Des découvertes archéologiques dans la région du nord de la Mésopotamie confirment les récits des historiens antiques. Les chercheurs ont trouvé des pointes de pilum romains, des javelots qui se tordaient après l'impact, privant l'ennemi de la possibilité de les relancer. Ce n'était pas simplement du métal, mais une stratégie incarnée dans le fer. Un pilum pesait près de 3 kg, mais son lancer transperçait même un bouclier fait de couches de cuir et de bois. Lorsque la deuxième vague d'ennemis s'abattit sur la Légion, l'air se remplit du sifflement des pilums. Des centaines de lances taillèrent le ciel et s'enfoncèrent dans la formation dense. Les chevaux se cabraient, les rangs se mélangeaient, et les Romains avancèrent de nouveau. Ils ne criaient pas, n'exprimaient pas de rage, leur visage était immobile. C'est dans ce silence que résidait leur force. Des guerriers qui n'ont pas besoin de crier pour inspirer la peur. Soudain, le flanc gauche fléchit. Quelques dizaines de cavaliers orientaux percèrent entre les manipules, s'abattant sur les archers et les travailleurs de l'arrière. Ce fut un moment critique. Le légat, sans hésiter, y envoya les triarii, de vieux combattants endurcis. Leurs lances, plus longues que la normale, rencontrèrent les chevaux de front. Un par un, les cavaliers tombaient. Les chevaux trébuchaient sur les corps. La terre se transformait en une mêlée sanglante. Tacite écrivait qu'à ces instants, les Romains se battaient comme si ce n'était pas une armée qui se tenait devant eux, mais la mort elle-même. Chacun savait, un pas en arrière, c'était la mort pour tous. Et pourtant, ils tinrent. Lorsque l'ennemi, épuisé, commença à reculer, les Romains ne se lancèrent pas à sa poursuite. Ils savaient que la fatigue était le pire ennemi. Le soleil déclinait. Le champ, encore lisse et plat le matin, était maintenant un cimetière de métal. L'odeur du sang se mêlait à celle de la terre brûlée. Le silence, rompu par de rares gémissements, rappelait la mer après la tempête. Le légat descendit lentement de cheval et passa entre les corps. Il ne regardait pas les ennemis, seulement les siens. Chaque Romain tombé était comme une pièce brisée d'un mécanisme unique, et chaque perte de ce type était personnelle. Mais au cœur de chaque survivant naissait déjà un nouveau sentiment. Non la fierté, non l'exaltation, mais la compréhension. La guerre contre les chars était devenue un symbole. Le monde avait changé. La force n'était plus dans la vitesse. Elle était passée à ceux qui savaient attendre, qui se maîtrisaient. Et devant eux, Rome attendait un ennemi contre lequel ni le fer ni la discipline ne pourraient peut-être les sauver, si l'esprit de la Légion venait à se fissurer.
Lorsque la nuit tomba sur le champ, la lune se reflétait dans les flaques de sang, transformant la terre en un miroir de peur et d'héroïsme. Le vent chassait les cendres des chars brûlés, et l'odeur de bois calciné se mêlait à la sueur et au cuivre. Les Romains ne célébraient pas la victoire. Ils s'asseyaient en silence, adossés à leurs boucliers. La fatigue était telle que leurs doigts ne pouvaient desserrer les poignets de leurs épées. Les centurions parcouraient les rangs, comptaient les survivants, prononçant leurs noms à voix basse. Chaque voix perdue s'inscrivait dans la mémoire, comme un coup de marteau sur une enclume. Le légat se tenait près du feu, regardant les flammes qui se reflétaient dans son casque. Il comprenait que la journée était gagnée, mais pas la guerre. Les éclaireurs avaient rapporté, les restes de l'armée ennemie s'étaient retirés pour se regrouper et lancer une nouvelle attaque. Ils n'avaient plus de chars, mais il leur restait des archers à cheval, des adversaires mortellement dangereux pour une formation dense. Ils frappaient à distance, disparaissaient dans le désert et revenaient comme un tourbillon de sable. Pour survivre, les Romains devaient changer l'essence même du combat. Le légat réunit les tribuns, les jeunes commandants, et ordonna de construire un camp. La terre fut creusée avec des couteaux, des pelles, même des débris de chars. En 2 heures, la légion s'entoura d'un rempart et d'un fossé. Chacun savait, la nuit est l'ennemi du fatigué. Au centre du camp se dressait la tente de commandement. Là, le légat déploya une carte dessinée sur du cuir. Il savait que la formation habituelle ne supporterait pas les attaques des archers à cheval. Alors, il décida d'appliquer ce que les historiens appelleraient plus tard une adaptation géniale. Le contubernium, un système de micro-groupes de 8 hommes. Ces mini-unités pouvaient agir indépendamment, se réorganisant rapidement en ligne ou en carré, se couvrant mutuellement avec leurs boucliers. L'image de cette nuit resta gravée dans les mémoires. 8 hommes autour d'un même feu, 8 respirations, 8 ombres sur le sable. Chaque contubernium vivait comme une famille, partageant le pain, l'eau, la peur. C'est dans cette unité que les Romains trouvèrent ce que les armées de l'Orient ne connaissaient pas, une loyauté personnelle envers celui qui se tenait à côté, et non envers une foule anonyme. À l'aube, lorsque l'air devint froid et lourd, les trompes donnèrent le signal. Les guerriers se rangèrent en colonne. Les boucliers sur l'épaule gauche, les pilums prêts à être lancés. Et là, pour la première fois de la journée, un sifflement se fit entendre. Les premières flèches ennemies tombèrent, frappant le sol. La chasse avait commencé. Les archers à cheval orientaux se déplaçaient en arc, tirant flèche après flèche à pleine vitesse. Polybe écrivait que les Romains avaient rencontré pour la première fois une telle tactique chez les Parthes, et que cela avait mis à l'épreuve tout leur système. Ils ne pouvaient ni rattraper l'ennemi, ni attaquer sans perdre leur formation. Alors, le légat donna un nouvel ordre. Testudo. Les boucliers se refermèrent au-dessus des têtes, formant une carapace. Les flèches s'enfonçaient dans le bois avec un son sourd, glissaient sur le métal comme la pluie sur un toit. Cette formation non seulement protégeait, elle avançait. Des centaines d'hommes marchaient en synchronisation sous les boucliers, dans un silence total. Les archers perdaient leur cible. Leurs flèches volaient dans le vide. Lorsque la distance se réduisit à 50 pas, les légionnaires ouvrirent soudainement leur formation. Les premières lignes lancèrent leurs pilums, et des dizaines de cavaliers s'écroulèrent, frappés par les javelots. Puis les Romains avancèrent, lourdement, sans hâte, comme le destin lui-même. Le son de la bataille ressemblait à une tempête, cliquetis, râles, chocs de fer. Mais sous ce chaos vivait une structure. Les signaleurs surveillaient les drapeaux du légat, transmettant les ordres sur tout le front. Un mouvement, changement de direction. 2. Réorganisation. L'armée se déplaçait comme sous une main invisible. Ce langage de gestes et de signaux était ce que les Romains appelaient ordo, l'ordre. Il distinguait l'armée de la foule, le système de la folie. Les archéologues ont trouvé dans les sables de Syrie des sifflets et des cors en bronze, les mêmes instruments qui servaient à transmettre les signaux sur le champ de bataille. Leur son pouvait être entendu à 100 pas, même à travers le fracas du combat. Sans eux, l'armée romaine se serait transformée en chaos, mais grâce à eux, la Légion restait un organisme unique. Lorsque les archers ennemis commencèrent à battre en retraite, les Romains ne les poursuivirent pas. Ils savaient, c'était un piège. Au lieu de cela, le légat ordonna de construire un camp directement sur le terrain. Cette décision devint une légende. Pour la première fois dans l'histoire, une armée s'établit sur un lieu où les corps fumaient encore. Ainsi commença une nouvelle ère, la tactique de la présence permanente. Désormais, l'ennemi ne pouvait plus savoir où se terminait le combat et où commençait le camp. Au matin, le champ était couvert de fumée.
Les chars, jadis symbole de la puissance de l'Orient, gisaient renversés. Les chevaux, hier encore fiers et rapides, se tenaient maintenant immobiles, comme des statues. Les légionnaires s'asseyaient en silence, aiguisant leurs épées, sachant que la trompette sonnerait bientôt à nouveau. Mais au-dessus de tout cela, planait une question qui tourmentait le légat et ses hommes. Pourquoi les chars, autrefois le summum de l'art militaire, avaient-ils disparu de la surface de la Terre en une seule génération? La réponse naissait lentement, comme l'aube après la bataille. Rome comprit que ce n'était pas l'arme qui déterminait la victoire, mais la capacité de soumettre le chaos à l'ordre. Et cette compréhension changea l'essence même de la guerre. Le silence après la bataille semblait plus retentissant que les cris pendant celle-ci. À l'horizon, le soleil se levait, et ses rayons glissaient sur les boucliers, comme sur du bronze poli. La Légion se tenait immobile, tel un monument, et seule une question restait en suspens. Où se situe la frontière entre le courage et la folie, quand l'homme transforme la guerre en science? Le jour qui suivit la bataille ressemblait à un rêve éveillé. Au-dessus du champ flottait l'odeur douceâtre du sang, mêlée à la fumée et au brûlé. Des centaines de corps de conducteurs de chars gisaient parmi les chariots déchiquetés, et sur ce fond, le camp romain ressemblait à une ville d'or au milieu de la folie. Chaque tente était dressée à angle droit, chaque mur d'enceinte parfaitement aligné. À Rome, on disait « Où est la Légion, là est Rome ». Et ce n'était pas une métaphore. Le légat ordonna d'inspecter le champ et de collecter les trophées. Dès le soir, les forgerons refondirent les jantes en fer des roues pour en faire des pointes de pilums, et les planches des chariots servirent à renforcer le camp. Du chaos de l'ennemi, les Romains créaient l'ordre. Ce n'était pas seulement une étape pratique, mais aussi un acte symbolique, la transformation de la destruction en outil. Les soldats gardaient le silence. Ils mangeaient leur ration, de la bouillie de millet, un morceau de viande salée, une coupe de vin aigre. Chacun n'avait pas plus d'1 kilogramme de provisions par jour, et cela suffisait pour marcher des dizaines de kilomètres. Leur corps était épuisé, mais leurs yeux restaient calmes. Les centurions vérifiaient les formations, et les préfets du camp, préfecti castrorum, veillaient à ce que les remparts de terre ne s'affaiblissent pas. Les historiens écrivaient que c'est précisément après de telles batailles que les légions commencèrent à changer de l'intérieur. Le sentiment d'héroïsme romantique disparut, remplacé par la froide assurance des ingénieurs de la guerre. Polybe comparait le soldat romain à un artisan qui voit dans le champ de bataille non pas le chaos, mais un schéma. Chaque mouvement, chaque coup d'épée devenait une partie d'un système où même la mort avait sa place. Pendant ce temps, l'ennemi n'avait pas disparu. Les éclaireurs rapportèrent. Les princes orientaux en retraite rassemblaient de nouvelles forces. Mais il n'y avait plus de chars. Ils les avaient abandonnés, réalisant leur inutilité. La tactique, qui avait inspiré la peur pendant des siècles, s'avérait impuissante face à des hommes sachant attendre. Et pourtant la menace persistait. Les archépartes à cheval léger se préparaient à frapper de loin, épuisant les légionnaires dans le désert. Le légat décida d'utiliser de manière inhabituelle les restes de chars trouvés sur le champ. Les roues, fixées sur des pieux, furent placées sur le périmètre du camp, afin de dévier les flèches de l'ennemi. Pourtant, cette invention simple, presque enfantine, fut le premier pas vers la création de barrages mobiles qui entreraient plus tard dans l'arsenal des ingénieurs romains. Ainsi naquit l'idée que chaque arme ennemie vaincue pouvait devenir une partie de sa propre défense. Au crépuscule, le vent se leva sur le camp. La poussière fouettait les boucliers, s'accrochait au visage. Les guerriers se tenaient en silence sur le rempart, seul le son des drapeaux des signaleurs rompant le calme. À ce moment, le tonnerre gronda dans le ciel. Pour beaucoup, c'était un signe. La bataille n'était pas terminée. La nature semblait elle-même répéter les coups des chars, disparus dans le sable, mais laissant une trace dans la mémoire. Pendant la nuit, les légionnaires se recouchèrent en armure complète, le glaive à portée de main, le bouclier au pied. Il n'était permis de dormir qu'en armure, un poids de près de 30 kilogrammes. Cela semblait une torture, mais Rome savait, seule l'habitude du poids engendre la ténacité. Les archéologues ont trouvé dans les camps des fragments de boucles en bronze au bord poli, une trace de frottement, lorsque l'homme dormait dans sa cuirasse. À l'aube, le signal de rassemblement retentit. Le légat réunit tous les centurions survivants. Ils étaient moins de la moitié de l'effectif initial. Il dit brièvement, presque en chuchotant, « Rome tient tant que vous tenez ». Il n'était pas question de gloire ou de récompense, seulement de devoir. Cette phrase simple devint une légende, transmise de légion en légion. Alors ils avancèrent, non pour la gloire, mais pour une idée. Se dirigeant vers l'est, sur les traces des ennemis en retraite, les Romains appliquèrent pour la première fois un système de colonnes de marche, où chaque manipule avançait à 100 pas l'une de l'autre, couvrant les flancs. Cette formation permettait de se déplacer plus vite tout en maintenant l'ordre, et devint plus tard la norme des campagnes militaires de l'Empire.
Lorsque le soleil se leva sur les sables, de nouvelles troupes ennemies apparurent au loin. Mais elles n'attaquèrent pas. La vue du mur vivant des Romains, avançant en silence, brisa leur esprit. Les princes orientaux comprirent. Le char, symbole de l'ancienne puissance, était mort pour toujours. Sa place était occupée par l'infanterie, rationnelle, froide, inébranlable. À partir de ce jour, écrivirent les auteurs antiques, aucun autre État n'osa lancer de chars contre les légions. La machine, qui avait autrefois régné sur le champ de bataille, céda la place à l'homme. Et cette transition ne fut pas seulement une réforme militaire, ce fut une révolution de la pensée, où le courage cessa d'être un élan insensé et se transforma en une démarche calculée. Et lorsque le soir, le soleil teinta le ciel d'une couleur sanglante, le légat regarda longtemps l'horizon. Le vent apportait l'odeur de brûlé et de fer. Il savait. Les chars avaient disparu, mais d'autres monstres de guerre prendraient leur place. Et une seule chose resterait inchangée. L'homme au bouclier, debout, au bord du monde, prêt à ne pas reculer d'un seul pas. Au troisième jour après la bataille, la Légion atteignit les ruines d'une ancienne cité. Ses murs étaient effondrés, les temples pillés, et les colonnes gisaient, telles des os brisés. Ici passait autrefois une route commerciale, empruntée par les caravanes de Babylone. Désormais, il n'en restait que des traces de sabots et des roues calcinées. Le légat ordonna de s'arrêter. Il sentait. Cette ville morte pouvait devenir un refuge temporaire, ou un piège. Les éclaireurs inspectèrent rapidement les environs. Ni ennemis, ni alliés. Seulement le vent, sifflant entre les colonnes, et le sable qui semblait délibérément recouvrir toutes les traces. Alors les légionnaires commencèrent à s'installer dans les ruines. Ils dressèrent des tentes sous les arches, aménagèrent des forges dans les temples détruits, et sur les marches de l'ancien sanctuaire, un poste pour les blessés. Pour la première fois depuis de nombreux jours, le cri de la trompette ne résonna pas sur le champ. Dans le silence, on entendait la pierre craquer sous la chaleur. Plusieurs soldats trouvèrent sur la place des statues de dieux brisées. Leurs visages avaient été effacés par le temps. Un centurion dit « Voilà ce qui attend toute armée si elle oublie pourquoi elle se bat. » Personne ne répondit. Chacun comprenait. Il ne parlait pas de l'ennemi, mais de Rome. Le soir, le légat monta sur les vestiges d'une tour et observa longuement l'horizon. Là où jadis roulaient les chars, des nuages de poussière avançaient maintenant lentement. Non pas des ennemis, mais le vent, répétant en plaisantant leur chemin. L'histoire se répétait, mais sans les hommes. Il sortit de sa sacoche un morceau de bronze, un fragment de roue, trouvé sur le champ de bataille. Un métal lourd et froid. Le symbole d'une époque achevée en 3 jours. Plus tard, dans les rapports, il fut écrit que ce fut le dernier cas d'utilisation de chars au combat contre les Romains. Plus personne ne croyait en leur puissance. Mais dans la mémoire du légat, il demeurait, non comme une menace, mais comme un rappel de la vanité. Car le char était né du désir de l'homme d'être plus rapide, plus fort, plus grand que les autres. Et il périt parce que l'homme apprit à penser. La nuit, la lune se leva sur le camp. La légion dormait, mais les sentinelles veillaient à leur poste. Dans leurs yeux se reflétaient les feux de camp et les ruines blanches de la ville. Il semblait que ce n'étaient pas les hommes qui gardaient Rome, mais Rome elle-même qui les gardait. Le vent murmurait d'anciens mots, et même le sable, crissant sous les pieds, résonnait comme l'écho des pas de milliers de ceux qui avaient jadis cru en l'éternité des chars. À l'aube, la trompette sonna de nouveau. Le chemin menait plus loin, là où la carte se terminait et où commençait l'inconnu. Le légat leva la main, et les colonnes s'avancèrent. Personne ne parlait. Seul le grondement régulier des pas emplissait l'espace. Le nouveau rythme du monde, où le claquement des pieds humains avait remplacé le fracas des roues. Ainsi s'acheva une époque. La roue, jadis symbole du progrès, s'arrêta. Sa place fut prise par le pas du légionnaire. Lent, sûr, infini. Et de ce pas commença une autre histoire. L'histoire de l'ordre, de la discipline et de la froide raison, qui changea à jamais la conception de la guerre et de l'homme.